Zola traite des classes populaires dès la Confession de Claude, où il transpose ses années de misère. Car Zola a connu les danses devant le buffet vide, la chasse aux moineaux qu'il attrapait au bord de sa fenêtre pour ne pas mourir de faim. Après avoir habité le quartier latin, il s'installe à Montrouge à la fin de 1862. Il y reste jusqu'en juillet 1863. Il loge rue de la Pépinière, aujourd'hui rue Daguerre, où les marchands de vin sont plus nombreux que les maisons d'habitation. De janvier 1865 jusqu'au début de 1866, il vit 142 boulevard Montparnasse. L'ancienne barrière de Montrouge, en face du cimetière de Montparnasse, et la rue de la Gaîté sont alors des hauts lieux de la culture festive. Cette expérience des mœurs populaires et de la pauvreté marque de manière indélébile l'imaginaire de Zola. Zola prétend avoir écrit avec l'Assommoir le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Pourtant, force est de constater que l'objectivité scientifique revendiquée est investie par le fantasme dès le début du roman. Gervaise, on s'en souvient, a attendu son amant Lantier toute la nuit. Au petit matin, penchée à la fenêtre de l'hôtel Boncoeur, un garni sinistre, elle contemple la descente des ouvriers de Montmartre sur Paris. Gervaise regardait à droite, du côté du boulevard de Rochechouart, où des groupes de bouchers devant les abattoirs stationnaient en tablier sanglant. Et le vent frais apportait une puanteur par moments, une odeur fauve de bêtes massacrées. Elle regardait à gauche, s'arrêtant à la masse blanche de l'hôpital de Lariboisière, alors en construction. Lentement, d'un bout à l'autre de l'horizon, elle suivait le mur de l'octroi, derrière lequel, la nuit, elle entendait parfois des cris d'assassinés. Et elle fouillait les angles écartés, les coins sombres, noirs d'humidité et d'ordures, avec la peur d'y découvrir le corps de Lantier, le ventre troué de coups de couteau. Quand elle levait les yeux, au-delà de cette muraille grise et interminable qui entourait la ville d'une bande de désert, elle apercevait une grande lueur, une poussière de soleil, pleine déjà du grondement matinal de Paris. Mais c'était toujours à la barrière poissonnière qu'elle revenait, le cou tendu, s'étourdissant à voir couler entre les deux pavillons trapus de l'octroi le flot ininterrompu d'hommes, de bêtes, de charrettes qui descendaient des hauteurs de Montmartre et de la Chapelle. Il y avait là un piétinement de troupeaux, une foule que de brusques arrêts étalait en mare sur la chaussée, un défilé sans fin d'ouvriers allant au travail, leurs outils sur le dos, leurs pains sous le bras. Et la cohue s'engouffrait dans Paris, où elle se noyait continuellement. Toutes les terreurs des hygiénistes de l'époque s'expriment dans ces images. L'abattoir d'un côté, l'hôpital Lariboisière de l'autre, sont pour Zola des machines à infecter. J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs, écrit-il dans sa préface. Il faut prendre le mot empesté au sens olfactif d'une part, au sens médical d'autre part. L'un des grands problèmes de Paris au XIXe siècle, c'est en effet le problème de la voirie, lié à l'explosion démographique. La population ayant doublé une première fois entre 1789 et 1800 et une deuxième fois entre 1800 et 1850, on compte jusqu'à 150 000 habitants au kilomètre carré dans les quartiers les plus populeux, soit 7 mètres carrés par habitant. À l'époque où commence le roman, Paris ne parvient plus à absorber ses déchets. Il est asphyxié par la puanteur. Le rebut des abattoirs et le contenu des fosses d'aisance s'entassent dans de grands champs d'épandage. Chacun garde alors en mémoire le cauchemar de la voirie de Montfaucon, fermée en 1849, et de ses 32 000 mètres carrés d'excréments mis à décanter à ciel ouvert. Le souvenir du grand choléra de 1832, qui avait fait 19 000 morts en 6 mois, avec une mortalité de 100% dans certaines rues, comme la rue de la Mortellerie, participe à la construction de cette image du miasme putride dans laquelle Zola dissout les masses laborieuses. Elle culminera dans la description de la maison ouvrière, où Gervaise attrape le choléra de la misère. À ces pourritures matérielles s'ajoute celle des mœurs. Gervaise et Lantier ne sont pas mariés, ils ont pourtant 2 enfants.
J'avais 14 ans et lui 18 quand nous avons eu notre premier, dira Gervaise. Tous les illégalismes sont présents dans le texte. D'abord la violence crapuleuse, avec les cris d'assassinés que Gervaise entend la nuit, celle des garçons bouchers, avec leurs tabliers sanglants, dont on craint les grands couteaux. Ensuite le plaisir, le bal du grand balcon, avec ses 10 fenêtres flambantes, est le symbole même de ce qu'on appelle alors l'intempérance ouvrière. L'intempérance, c'est la jouissance sans frein. Adèle, la petite bournisseuse avec laquelle Lantier fait la noce, a couché avec tout le restaurant, selon Gervaise. Madame Boche, la concierge, veut lui donner congé, à elle et à sa grande bringue de sœur, parce qu'il y a toujours une queue d'hommes dans l'escalier. La grande Clémence s'en donne à se vider les moelles avant 30 ans. Gervaise elle-même n'est pas épargnée. « C'est du propre, s'indigne maman Coupeau. Je les ai entendus cette nuit. Oui, la Bamban et le Chapelier. Et ils menaient un train. Ce qu'il y a de plus dégoûtant, c'est que Nana aurait pu entendre. » Nana est donc à bonne école. À 15 ans, elle se vendra à un vieux. Les Lorilleux menaçaient de déménager si leur chiffon de nièce amenait encore des hommes à son derrière. Quant à Coupeau, il oublie les leçons de morale qu'il donnait à sa fille pour pousser Gervaise au trottoir. Oui, une femme devait savoir se retourner. Mais la sienne avait toujours été une guimbarde, un tas. Ce serait sa faute s'il crevait sur la paille. L'intempérance, c'est l'antithèse des vertus bourgeoises du contrôle des pulsions, du travail et de l'épargne. Aux 2 coins de la rue des Poissonniers, à la porte des marchands de vin qui enlevaient leur relais, écrit Zola, des hommes ralentissaient le pas, les bras mous, déjà gagnés à une journée de flâne. Le mot flâne désigne alors l'art de perdre son temps au travail d'une part, l'instabilité et l'absentéisme ouvrier d'autre part. Lantier en savait quelque chose, lui qui sortait des affaires. De la jolie fripouille, les ouvriers vous lâchant au beau milieu d'une commande. Mais la flâne n'était pas nécessairement un symptôme de paresse. Elle allait souvent de pair avec des stratégies de résistance, comme le montre Denis Poulot dans Le Sublime ou Le Travailleur tel qu'il est en 1870. Tant que le capital n'aura pas trouvé dans la technique un moyen de les assujettir à la régularité implacable de la machine, les ouvriers de métier garderont une forme de pouvoir. Forts de leur savoir-faire et de leur rareté, ils pèsent sur le marché du travail. Si un camarade a besoin de se refaire, il lambine à dessein pour lui procurer une place, car c'est par eux que passe l'embauche. Le patron m'a dit d'amener un camarade si je pouvais, dit Coupeau. Gare aux singes qui sont trop regardants sur le salaire, sur le temps de travail ou sur la discipline. Celui qui a l'idée d'accrocher une cloche dans sa baraque est immédiatement boycotté. Une cloche, c'est bon pour tes esclaves, s'écrie Bec-Salé. Si le patron veut conserver ses clients, il faut donc qu'il soit coulant pour le quart d'heure. Bec-Salé racontait qu'il y avait une commande pressée dans sa boîte. On pouvait manquer à l'appel, le singe restait gentil. Il devait s'estimer encore bien heureux quand on revenait. D'abord, il n'y avait pas de danger qu'un patron osât jamais flanquer dehors Bec-Salé, parce qu'on n'en trouvait plus des cadets de sa capacité. En prêtant ces stratégies d'insubordination ouvrière à Bibi la Grillade et à Bec-Salé, Zola les disqualifie, alors que Poulot les attribuait aux meilleurs ouvriers. Bientôt, Gervaise fêtera comme eux la Saint-Lundi pour se reposer des fatigues du dimanche. Elle inventera même des saints au calendrier pour fermer boutique. L'établi semblait avoir servi de table à toute une garnison, tachée de café et de vin, emplâtrée de confitures, grade et lichade du lundi.